Vous allez donc nous excuser pour une voix qui y a un peu de soucis, pour des soucis saisonniers, justement. Mais l'événement est de taille. Nous en parlons dans ce numéro de votre magazine. Il s'agit bien entendu de l'événement de Washington, la capitale fédérale des États-Unis d'Amérique. Accord de Washington, paix historique ou tout simplement impact d'exploitation. Je n'affirme rien, j'ai tout simplement posé la question. Entre réconciliation diplomatique et course aux minerais stratégiques, l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parrainé par les États-Unis d'Amérique, soulève autant d'espoir que des suspicions. Est-ce une avancée vers la stabilité régionale ou tout simplement un habillage géopolitique d'intérêts économiques étrangers avec Washington qui reprend la main des grands lacs africains pour bloquer l'avancée stratégique de la Chine? C'est une question. Je n'ai rien affirmé. Eh bien, autour de cette table, deux invités. Deux autres aigles nous font voir qu'ils sont dans les bouchons innommables. Freddy Mulumba Kabouayi, politologue, journaliste, écrivain. Vous êtes également éditeur du magazine La Renaissance congolaise. Bienvenue. Salut, cher ami. Cédric Kongolo, juriste de formation, vous êtes un analyste politique indépendant. On va voir si réellement vous n'avez pas des couleurs. C'est pour la première fois qu'on vous reçoit dans la cour des aigles. Ici, on prend de la hauteur. On dit souvent « à automatisaka niveau ». Alors, je dois vous rafraîchir votre mémoire parce que beaucoup ont suivi l'événement, mais d'autres n'ont pas eu la quintessence de ce que cet accord représente pour le Congo et pour le Rwanda. Sous l'égide des États-Unis d'Amérique, la RDC et le Rwanda ont signé jeudi un accord de paix visant à mettre fin à 3 décennies de conflits meurtriers dans la région des Grands Lacs avec des millions de morts dans l'est de la RDC. Oui, baptisé Accord de Washington pour la paix et la prospérité, ce texte marque un tournant dit décisif et historique pour l'Afrique centrale. Voici les points clés de cet accord dans ce condensé. Dans un langage limpide, je dirais tout simplement un langage accessible à tous, l'accord de Washington parle de la fin des hostilités. Les deux pays s'engagent à respecter mutuellement leurs frontières, à cesser toute hostilité, à ne plus soutenir les groupes armés opérant sur les territoires voisins. Le Rwanda s'engage à retirer toutes ses troupes présentes sur le sol congolais dans un délai maximum de 90 jours, soit 3 mois pour raisonner en termes de mois. Un programme conjoint de désarmement, démobilisation et réintégration sera mis en œuvre pour les groupes armés avec un accent particulier sur la neutralisation définitive de ce qu'on appelle FDLR. Et concernant ce sujet qui fâche, le partage des ressources minières, l'accord prévoit la création d'un cadre de coopération économique et régionale autour de l'exploitation des minerais stratégiques sous supervision internationale. Je ne peux pas aller plus loin, sinon je vais priver mes invités de prendre la parole. C'est très important. Vous avez suivi ce que Tshisekedi, Trump et Kagame ont dit. Freddy Mulumba, je suis à vous. Alors, la toute première question, elle reflète cette thématique. Est-ce que c'est un véritable accord pour le retour de la paix dans les Grands Lacs ou c'est une stratégie géopolitique pour mettre la main sur les minerais rares du Congo? Je pense qu'il y a des choses qu'il faut retenir. D'abord,
les retours du Congo sur l'échiquier mondial. On vient de reconnaître au Congo que les matières premières ou les minéraux que le Rwanda exporte viennent du Congo. Donc, Félix Tshisekedi, c'est propriétaire. Il avait en face Paul Kagame, que je n'ai pas appelé un petit voleur. Ça, c'est un. De deux, il faut dire que quand on analyse de plus près, on ne voit aucun Européen à Washington. L'accord est signé entre l'Amérique et le Congo, l'Amérique et le Rwanda. Ça signifie que c'est l'Amérique maintenant qui contrôle, on peut dire, l'Afrique centrale. Et ça signifie aussi que l'acte de Berlin qui a été, qui a été promulgué ou bien promulgué vers les années 1885 devient caduc. Pourquoi? Parce qu'il y avait 14 puissances qui étaient à la base de l'acte de Berlin, qui faisait à ce que les bassins du Congo devraient laisser toutes les puissances faire des affaires. Aujourd'hui, on voit que l'Europe est absente. C'est l'Amérique seule qui a le pouvoir sur le Congo, qui a imposé la paix. Cette paix imposée par l'Amérique, ce n'est pas pour les Congolais, c'est pour l'Amérique elle-même en tant que grande puissance. Elle a besoin de minéraux stratégiques pour entrer en compétition avec la Chine. Parce que la Chine contrôle 80% des mines congolaises. Que faire? Il faut que le Congo signe un deal, ce qu'on peut dire un accord stratégique avec les États-Unis d'Amérique. Mais moi, je pense que le problème va se poser concernant l'élite congolaise. Les Américains ont leurs intérêts, ils le disent clairement, America First. Où sont les nôtres? Ça demande que ceux qui vont négocier, qui vont travailler avec les Américains, soient d'abord des patriotes, hein, de deux, des gens compétents, de trois, des gens honnêtes. Or, l'actuelle classe politique que nous avons brille par sa médiocrité. Voilà le problème du Congo. On a vu, même pendant toutes ces négociations, ceux qui vont négocier, on ne sait pas, ils négocient quoi. On tourne en rond. Et les Américains posent des questions et disent, mais comment les gens qui viennent travailler pour le Congo acceptent tout ce que le Rwanda dit? Ça trouve que le verre est dans les fruits. La plupart des élites que nous avons travaillent pour les intérêts étrangers et non les intérêts congolais. Voilà le nœud du problème. On peut signer tous ces documents, mais ça ne va pas résoudre le problème si les Congolais même n'ont pas pris leur destin en main. Et puis, Kagame a déjà fait plus de à peu près 30 ans à l'est du Congo. Il est installé. Au-delà de 30 ans. Ouais, il ne va pas partir parce que vous avez signé des accords. Ça serait être naïf. Kagame comprendra quand on va créer un rapport de force. Ça signifie une forte armée, une élite capable, une élite consciente, qui fera partie au moins pour mettre Kagame dehors. Kagame ne comprend que le langage de force. Il y a la femme ici, Michaela Vrong, qui avait expliqué ces discussions avec Kabarebe, mais aussi celui qui a été tué, un agent de sécurité, les bras droits de Kagame, qui est décédé en Afrique du Sud. Patrick Karegeya, ouais, ouais. Qui est mort étouffé dans un hôtel en Afrique du Sud. Karegeya a dit à Michael Vrong que nous sommes un petit pays. On n'a pas une profondeur stratégique. Nous devons faire par tous les moyens pour rester présents dans le Kivu et puis avoir des gens dans le gouvernement Kinshasa pour être très sûr. Et Kagame ajoute, le Congo, donc les terres rwandais se trouvent au Congo, Rutshuru, Masisi et autres. Donc penser que parce qu'on a signé des accords, ça va régler le problème, ce serait une naïveté. Donc maintenant, le moment est arrivé que l'opinion publique, le peuple, prennent les choses en main. Ça signifie qu'il faut d'abord donner l'information, mobiliser notre peuple, pour que si notre armée prend une décision de mettre Kagame dehors, qu'il ait le soutien du peuple. Or, quand vous regardez dans les médias, l'information ne circule pas. Normalement, on devrait expliquer aux Congolais tous ces 4 ou bien 3 accords qui sont signés, les pièges, où est-ce qu'on gagne, où est-ce qu'on perd,
Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le Congo gagne? Curieusement, les élites complices ne parlent même pas. Que ce soit les journalistes, que ce soit aussi les intellectuels. C'est bien, le président Tshisekedi a fait ce qu'il pouvait faire. Une guerre qui a fait 30 ans. Il s'est battu aujourd'hui. Trump a dit c'est la fin de la guerre. Mais vous, Congolais, élites, intellectuels et journalistes, vous faites quoi? Voilà le fond du problème. C'est le moment où on doit voir dans tous les médias, discuter du contenu. De toute façon, cet accord est positif pour nous. Est positif. Mais à condition qu'on les prenne en main, qu'on puisse les critiquer et qu'on puisse aussi pousser les autres à accepter nos points de vue. Donc, sur le plan de fond, oui. Je ne suis pas encore au niveau de la forme. Est-ce que cet accord est équilibré entre le Rwanda et la RDC? D'abord, c'est ça la mauvaise lecture que nous faisons. L'accord n'est pas entre les Rwandais et la RDC. Le Rwanda a quel industriel chez lui? Le Rwanda a quel homme d'affaires? L'accord que vous avez vu là. Mais beaucoup d'hommes d'affaires, même des infiltrés, sont dans le Grand Kivu. Ils font les affaires. Je m'étonne que vous puissiez ignorer ça, Freddy. Non, je te parle, ceux qui contrôlent les industries de raffinage ne sont pas des Rwandais. Les Rwandais vont acheter pour vendre à ces industries-là. Ce sont les Américains, que j'appelle les mondialistes globalistes, qui ont beaucoup investi à Kigali. Qatar a investi 1,4 milliard de dollars pour l'or. L'usine est là. Imaginez-vous aujourd'hui, on coupe, qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi Doha existe. Doha a existé parce que dans les accords avec Washington, ils ne trouvent pas leur compte. Ils distribuent les cartes. Oui, mais c'est ça la réalité géopolitique. Hein. Il ne faut pas être naïf. Ils ne sont pas dans une église. Hein. On peut considérer que Washington, de ce 4 décembre, est une conférence de Yalta en Crimée. Non, pas de Yalta. Conférence de Berlin. Churchill. Non, je dis conférence de Berlin, pas de Yalta. Roosevelt et puis Joseph Staline. Non, j'ai dit c'est une conférence de Berlin 2. Sans l'Europe. Sans l'Europe, c'est ça qu'il faut dire. Mais le problème, c'est nous. 60 ans après, nous tous ici, on a fait des universités. Comment on peut pas être capable de réfléchir, de chercher des solutions à nos crises? Cédric Kongolo, juriste, vous êtes analyste indépendant justement. Les États-Unis ont-ils réellement agi en médiateur impartial ou en puissance intéressée par les ressources minières congolaises? Comme c'était dit autrefois, il faut stopper l'avancée dangereuse de la Chine, notamment dans le Soudan. Oui, le Soudan est déjà démembré en deux et l'autre Soudan du côté, le Grand Soudan du côté nord, est déjà aussi en morceaux, gouverné par des généraux, comme la Libye en morceaux également. Alors, maintenant, c'est la RDC, après avoir utilisé Kagame pour tuer, piller les richesses, maintenant, par la grande porte, il faut s'emparer des richesses du Congo. Quelle est votre analyse personnelle? D'abord, on dit souvent la main qui donne est supérieure à celle qui reçoit. Quand nous retrouvons les États-Unis venir rapidement, de manière expressement, par rapport à cet accord, comment d'abord c'est allé si vite? Et parce que les États-Unis voient en soi ses intérêts aussi. Là, nous devons en être sûrs et certains, nous devons comprendre ça. S'ils sont allés de cette façon, de cette manière, à surveiller cet accord, c'est parce qu'ils savent qu'ils ont des intérêts. Et ils savent que c'est une élite entre les grandes puissances. Le Congo, c'est comme de l'or qui est en train d'être recherché par les grandes puissances. Et ça vous réjouit ça, que vous soyez convoité par tout le monde, et puis après au finish, dépouillé de tout ce que la nature, oui, l'éternel Dieu a mis entre vos mains, que vous n'avez pas dominé,
que vous n'avez pas apprivoisée. Ça vous réjouit d'être la femme la plus convoitée du monde? C'est bien d'être convoité parce que ça prouve que vous avez quelque chose à donner. Mais il est important que le Congo sache sécuriser son héritage. C'est là l'appel que nous lançons au chef de l'État. C'est-à-dire que nous avons signé, l'accord a été signé. Ma plus grande préoccupation se trouve au niveau, qu'est-ce qui est prévu si cet accord n'a pas été respecté? Avant d'arriver à votre questionnement, je voudrais enchaîner dans la même logique avec une autre question. Le parrainage de Donald Trump est-il un gage de paix durable dans les Grands Lacs ou tout simplement une manœuvre de politique étrangère américaine? Aujourd'hui, l'aigle s'empare de tout sans associer Bruxelles, c'est-à-dire l'Union européenne, sans associer la Chine. La Chine est déjà gourmande ici, elle pompe les minerais, mais elle ne s'intéresse jamais, elle ne dénonce jamais les pillages, ni les massacres. La Chine n'a jamais défendu le Congo. Ce qui intéresse la Chine, ce sont les affaires, win-win, les soi-disant win-win. Alors, sous Kabila, c'était des milliards qu'il a empochés. Maintenant, c'est sous Tshisekedi, les accords révisés. Bon, on va voir à quoi ça ressemble. Votre analyse personnelle. Bon, en fait, j'étais en train de parler, j'étais déjà dans mon fil d'idées. Je disais que l'accord est là, mais nous devons, le chef de l'État personnellement doit veiller sur le suivi, l'applicabilité de cet accord. Au regard de tout ce qui se passe dans le monde, les grandes puissances, lorsqu'ils viennent s'intégrer dans votre pays, dans votre nation, c'est qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à prendre en retour. Ils font rien pour rien. Alors, il est de notre devoir que la République démocratique du Congo, au travers de son Parlement, puisse évaluer minutieusement cet accord. Minutieusement, afin que nous ne tombons pas au jeu des grandes puissances. Ça veut dire qu'il vous donne quelque chose qui a l'apparence de la paix, mais en réalité, en soi, ce sont des dilatoires, des moments juste pour laisser des photos à l'opinion, à la communauté internationale, laisser des photos, des images, créer des choses pour se faire un nom que nous avons donné la paix, mais alors qu'au fond, en soi, ça n'a pas été le cas. Donc, je dirais, mon analyse personnelle, ça reste toujours perplexe. Le temps de voir comment les choses vont se passer au fil des temps, au fil des 3 mois qu'on nous a promis. Donc, vous êtes un peu... Vous restez dans l'école des Saint-Thomas? Bon, je ne dirais pas comme ça, mais parce que nous avons été à maintes reprises déçus et ça nous a rendu un peu plus sages de regarder les choses non sur la lettre, mais l'esprit. Si réellement dans l'esprit, il y a la volonté de l'applicabilité de cet accord, nous le verrons avec le temps. Parce qu'on dit souvent le temps révèle toutes choses, même les comportements les plus cachés. Et même du côté du président Paul Kagame, nous saurons réellement si ce déplacement a été sincère, ou bien c'est juste du maquillage politique, ou bien c'est juste quelque chose pour plaire, pour montrer, pour laver son image. Parce qu'il sait, le président Paul Kagame, il sait que son image sur la scène internationale a été biaisée, a été remplie d'ambiguïté, a été froissée d'une manière à une autre. Alors, pour se sauver aussi en quelque sorte, il doit venir pour répondre à cette invitation. La réponse, comme j'ai suivi le président parmi les participants ce matin, il dit signer des textes, c'est bien, mais voyons si les gens vont faire accompagner la signature par le respect de l'applicabilité. Très bien. Donc, nous attendons voir et nous dirons les mots justes au temps convenable. Et voilà, donc j'ai un numéro ici de l'Omerta. Omerta numéro 10, trimestre septembre, octobre, novembre 2025, nouveau magazine d'enquête et de reportage. Il est question de la République démocratique du Congo. Silence, honte, exclusif, tu sais qu'il dit Trump, Macron, terre rare et massacre dans l'Est. Et voilà, donc grâce à Freddy Moulumba, on a mis la main sur... Ça, vous collaborez avec eux justement. Non, je suis parmi les gens. On était sur place à Komanda, vous voyez les images. On a fait les Katanga avec Régis Le Sommier. Après les Katanga, on a fait Bunia. Et des Bunia sont partis à Komanda. On a assisté aux funérailles de ces victimes. Qui est derrière Omerta? Parce que derrière tous les grands médias,
Washington Post, CNN, New York Times, il y a toujours des grands qui sont effacés, il y a toujours l'encre qui coule à flot. C'est qui est derrière Omerta? La différence entre Omerta avec Washington Post, c'est quoi? Omerta, donc on peut dire c'est une entreprise de médias qui a été créée par des journalistes qui ne sont pas d'accord avec des grands médias, tels que Le Monde et les autres. Ici, on parle librement. Normalement, ils sont payés par des cotisations. Les gens qui peuvent apporter leurs cotisations. C'est comme ça qu'ils On peut dire c'est l'antidote de la libre.be. En quelque sorte. Ce journal de la haine financé par Non, en quelque sorte, Locan, du Barbu. Et voilà. Effectivement, Ouais, effectivement. ouais. Il y a- Ici, ils sont libres. Raison pour laquelle c'est le seul média qui parle du Congo en France aujourd'hui. Ce n'est pas belge, hein, c'est français. Le seul média qui parle du Congo. Et puis on a fait tout un dossier sur ça. C'est pas facile pour que ça soit fait. Même ici à Kinshasa, il y a eu des gens qui étaient contre. Avant de revenir à l'aspect justement des ressources naturelles, vous, donc, en politique, comme en diplomatie, rien n'est laissé au hasard. Les faits et gestes comptent beaucoup. Donald Trump, lorsqu'il prend la parole avant ses deux homologues rwandais et congolais, il souligne plus de 30 ans, il souligne également 10 millions de morts et il effleure l'aspect justice. Il a dit, ceux qui ont commis des crimes rendront compte. Vous ne l'avez pas suivi, peut-être les gens sont dans l'euphorie, mais moi je l'ai suivi. 2. Donald Trump, lorsque Tshisekedi termine son discours, d'abord Kagame, il le salue et le félicite tout en étant assis. Pour Tshisekedi, il se met debout, lui serre la main avec force et il l'embrasse. Quel est le non-dit de ce gestuel? Ça signifie que le Congo reprend sa place. Parce que beaucoup de gens ignorent. Durant la période de Biden, pour les globalistes, c'était leur pion en Afrique, c'était l'Angola et le Kenya. Le Congo n'existait pas. C'est Trump qui a mis le Congo sur le plan international, qui l'a mis devant, sur la table. C'est le seul chef d'État. C'est pas Tshisekedi, avec tous ces nombreux voyages qui ont payé. Voilà, quand même. Trump est le seul chef d'État qui n'est pas congolais, qui n'est pas africain. Non, le seul d'ailleurs, chef d'État d'une grande puissance qui vous parle de 10 millions de morts. Trump a pris le dossier en main. Mais ce qui est vrai que le président Tshisekedi a fait du grand travail. Mais n'était Trump, ce dossier n'allait pas être connu sur le plan international. Donc ça, c'est ça qu'il faut relever, c'est très important. Mais ce n'est pas gratis prodeo. Mais c'est normal, nous ne sommes pas dans une église. Trump le fait pour les intérêts, d'abord c'est un homme d'affaires. Il le fait pour les intérêts américains. Et nous le faisons pourquoi? Voilà la question qu'on devrait se poser. Une importante question. Pourquoi nous le faisons? Je pense qu'aujourd'hui, Félix, s'il l'a fait, sa mémoire de son père, peut-être l'histoire pourra nous fixer. Son père s'est battu jusqu'à sa mort sans accéder au pouvoir. Son fils accède au pouvoir aujourd'hui. On voit très mal Félix oublier le combat de son père. Donc, il vient de réaliser le rêve de son père pour le moment. Donc, c'est ce qui est positif. Et il faut dire aux gens, qu'on l'aime ou pas, Félix vient d'entrer dans l'histoire. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Parce que nous sommes dans des sentiments. Nous tous, on va passer. Qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage aux enfants, aux petits-enfants? C'est comme ça qu'un homme politique réfléchit. Mais ici, on ne pense pas à l'avenir. Chacun pense au bien matériel, mais tu peux mourir demain. Tout ce bien matériel, les autres vont les bousiller. Oui, l'accès aux minéraux stratégiques du Congo, peut-on dire que c'est une condition, ça a été une condition tacite de cet accord? Mais je vous dis que, j'ai dit la fois dernière ici, même si on ne voulait pas, l'Amérique allait s'imposer, sans nous et avec nous. Il faut retenir ça.
Parce qu'il en va de sa survie en tant que grande puissance. Si la Chine n'était pas au Congo, l'Amérique ne viendrait pas. Quand il a senti que la Chine contrôle 80% de mines au Congo, et la Chine raffine beaucoup de minéraux congolais chez lui, chez elle, et l'Amérique dépend de la Chine. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les Américains? C'est sécuriser ce qu'on appelle la chaîne d'approvisionnement. Donc, des mines jusqu'aux puces. Raison pour laquelle il vous parle de la voie de Lobito. Donc, on va commencer à prendre... Les corridors de Lobito, oui. oui. Donc, on prendra des matières premières à partir de chez nous. Ça passe par Sakanya. Matières premières brutes. Au lieu de les transformer chez nous. Aujourd'hui, et ça nous réjouit. Non. Vous savez. Les autres en profitent comme le Rwanda va en tirer aussi profit. Nous sommes des inconscients. Moi, j'étais au Katanga. Ce ne sont pas les Américains, ce sont des Chinois. Nos propres élites sont en complicité avec les Chinois. On transporte les matières premières, donc les minéraux, à l'état brut. Et c'est la faute aux Chinois, ou bien c'est notre faute? C'est parce que notre classe politique n'est pas à la hauteur des enjeux. Notre classe politique ne comprend pas l'essence de l'histoire. Il ne comprend pas ce que vaut le Congo. Nous sommes une puissance, mais c'est que la plupart des gens qui font la politique n'ont pas cette compréhension de savoir que le Congo, c'est une puissance. Alors, si voilà vous le avez, problème que nous avons. Si vous avez une élite, je ne sais pas si on peut l'appeler l'élite, vous avez des instruits qui pensent que c'est la politique et le job qui paye bien, et puis quand on a tout pour lui, et puis les autres doivent chanter pour manger un peu les miettes, faire les troubadours et les trouvères, vous comprenez vous-même les conséquences. Oui, Cédric Kongolo. Une autre question, la plus importante, ça c'est sur le plan régional et national. Nous sommes dans les Grands Lacs et nous sommes au Congo. Peut-on réellement parler de la réconciliation entre Kigali et Kinshasa lorsque vous constatez que jeudi, ils ne se sont même pas serrés la main, personne n'a regardé, c'est-à-dire aucun dirigeant de deux pays n'a fixé le regard de l'autre. Quelle garantie pour la sécurité des populations de l'Est du pays lorsque vous regardez cette méfiance, alors que Trump était en train de déclamer le poème, en train de vanter les mérites et les qualités de deux chefs d'État? D'abord, je voudrais revenir à la question que vous venez de poser récemment sur la réaction du président Donald Trump. Lorsqu'il saluait le président Félix, il s'est tenu debout. Et lorsqu'il saluait le président Paul Kagame, il était assis. Mais ça marque, ça révèle tout. Lorsque quelqu'un vous salue en se tenant debout, c'est la sincérité, c'est le respect, c'est la proximité. Mais lorsque quelqu'un vous salue en étant assis, il est réservé, il comprend, il connaît qui vous êtes. La communauté internationale connaît Paul Kagame. Ils savent qui il est. Ils savent ce qu'il fait. Mais vu qu'il y a des intérêts, vu qu'ils savent que les choses doivent souvent passer par le Rwanda, alors essayons un peu de faire profil doucement pour ne pas exposer aussi quelqu'un qui a été autrefois notre partenaire. Et si j'en reviens pour dire si cet accord ramène la réconciliation entre le Rwanda et le Congo, je dirais impossible. Il ne faut jamais aller dans ce sens-là. Permettez-moi, j'essaie de réfléchir à haute voix, c'est que les gens passent tout bas. Impossible parce que, vous savez, le président Paul Kagame, c'est quelqu'un, il vous sourit le matin, mais la nuit, il vous fait du mal. Mais c'est connu de tous, même les Américains. Le mensonge chronique, la ruse, c'est dans l'ADN des... Et quelqu'un de pareil, vous ne pouvez jamais, plus jamais parler au travers de l'accord, parler de la réconciliation. Il faudrait qu'il devienne sincère pour que le Congo parle de la réconciliation. Et je pense que la réconciliation entre le Congo et le Rwanda doit partir par cet élément que moi j'appelle, j'en ai parlé aux gens, l'élément la sincérité du Rwanda. Parce que le Congo est sincère dans cette affaire. Il y a un adage qui dit, il n'y a personne qui joue mieux la victime que celui qui cause le mal. Donc Paul Kagame sait que c'est lui qui cause le mal, mais il s'est fait comme une victime. Et voilà, il est là, il sourit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le doyen qui est là, il était là souriant, tous les dents dehors. C'est une victime qui joue vraiment bien son rôle.
Quelqu'un qui cause des dégâts, mais il joue le rôle d'un victime, comme si c'était l'armée congolaise qui était sur le sol rwandais. Je me pose une question. Si c'était l'armée congolaise qui était sur le sol rwandais, aurons-nous vu Paul Kagame montrer les dents comme il le faisait hier? Je me posais la question. Ça serait d'autres discours si c'était l'inverse de la situation. Et quand c'est le Congo, il nous vient avec les dents comme si c'était quelque chose de normal. C'est inadmissible. Nous parlons avec un ton de colère. Que le président nous entende, que le président nous écoute, nous la jeunesse. Nous ne voulons pas de réconciliation avec quelqu'un qui vous sourit le matin et vous tue la nuit. Sur le terrain militaire, ces incirconcis attaquent les patriotes et l'armée congolaise. Voilà. Et puis, Trump et Tshisekedi, ils croient en cet accord, mais Kagame manifeste un certain scepticisme, des réserves. Alors, entre l'accord sur papier et la praxis sur le terrain ou les réalités, à ce stade, faut-il rester sobre ou il faut entrer dans les gesticulations historiques? Voilà, c'est la fin de la guerre. C'est la question que je pose. Très bien, merci, M. Fabien. Je pense, si j'étais dans la salle, j'aurais levé ma main pour demander est-ce qu'il y a un comité de suivi pour cet accord? Il est prévu dans l'accord. Mais est-ce qu'ils sont déjà, en quel moment ils seront sur terrain? C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas des comités qui restent en dehors de la République démocratique du Congo, qui récoltent des informations à travers des ONG, qui récoltent des informations à travers des organisations, mais qui ne sont pas sur terrain. Monsieur Fabien, ce que le peuple congolais vit à l'Est est inadmissible. Alors, Freddy, dans la sous-région de Grand Lac, ou l'Afrique centrale, il y a un combat âpre pour le leadership de la région, de la sous-région justement. Lourenço semble se positionner, c'est un militaire, pour prendre la relève après Museveni et Kagame. Museveni, c'est déjà, il faut chanter Requiem. Et puis Kagame, vous avez vu sa mine triste. Mais Lourenço, si on peut dire qu'il est sincère, si on peut dire que Ndayishimiye est sincère, mais ce n'est pas autant avec Ruto. Vous l'avez suivi. Ce n'est pas autant avec Museveni. Et dans la sous-région, exactement. Quelle stratégie adopter pour que... Parce que l'Union africaine est hypocrite. Avec la commission de l'Union africaine, il ne faut pas beaucoup compter sur ces gens. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne? Il y a des gens qui réclament le dialogue pour se partager un peu les beefsteaks, venir aussi aux affaires. Mouzito, lui, il est déjà aux affaires quand même. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour Tshisekedi? Il rentre au pays. Je viens de vous dire ici que le Congo a repris sa place. Mais le problème du Congo, c'est la qualité de ses élites. L'élite n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous avons au moins quelques éléments de puissance. Nous avons la taille, la géographie. Nous avons 2 450 000 plus 10 mètres carrés. C'est ça notre superficie. Ouais, nous sommes grands. Okay. Nous sommes deuxième après l'Algérie. Ouais. Mais on cherche à nous démembrer. Okay. Voilà. Il y a deuxième chose, les richesses. On est tellement riche, aucun pays africain ne peut avoir nos richesses. Richesse potentielle. Okay. Troisième élément qu'il faut relever ici, en dehors de la géographie, nous avons la population. Plus de 120 millions d'habitants. Normalement, nous sommes les leaders naturels. Voilà pourquoi Mobutu a fait longtemps ici. C'est ça, ça c'est le discours. Non, pas le discours, c'est les réalités. Je te parle de faits. Nous avons la taille, nous avons la population, nous avons les richesses. Mais qu'est-ce qui nous manque? Mais une élite des jouissances. Non, une élite qui n'a pas de grandes ambitions, des ambitions de grandeur. Une élite qui n'a pas la volonté de puissance. Or, ce n'est pas la masse qui dirige le pays, c'est cette fameuse élite, ces instruits, avec leur cercle de décision, voilà, vous avez compris. Pour diriger le Congo, il faut une élite de qualité. Si nous voulons demain qu'on reprenne notre place en tant que leader en Afrique centrale et en Afrique,
il faut qu'on ait des hommes de qualité. Ça signifie quoi? Pour occuper des postes importants, il y a des critères. D'abord, il faut être compétent. Vous êtes fier quand vous partez en Chine. Vous voyez que la Chine est très bien construite. La Chine est en avance. C'est parce que la Chine a une élite de qualité. La Chine a un seul parti politique, Non, je parle des élites. le Parti communiste chinois. Oui, effectivement. Et puis là, c'est le sommet qui décide. Non, C'est non. pas cette aventure chez vous. Combien de partis politiques? C'est 800 plus de ou 800, quelque chose oui, comme 900. S'il n'y a Les pas pro- ces les pro- désordres. Le problème n'est pas celui-là. Le problème est comment on accède au poste de décision. En Chine, il y a une sélection. On ne devient pas élite au hasard. Même au sein du Parti communiste chinois, la sélection est rigoureuse. Donc c'est la méritocratie. Voilà pourquoi la Chine a réussi. Quand vous venez chez nous, regardez ce que nous avons comme élite. Mais l'Union sacrée elle-même, est-ce elle fait ce casting rigoureux? L'union sacrée, quand je parle d'élite, il n'y a pas seulement que la politique. Les religieux, vous avez les commerçants, vous avez les universitaires. Tout ça fait partie des élites. Regardez la qualité de notre élite. Donc ça prouve qu'on a tous les éléments de puissance. Vous avez aussi des journaleux qui sont au service des départements de renseignement étrangers, la CIA, la Mossad et tout ça. Vous les connaissez, vos confrères, non? Ça pose un problème de socialisation et de formation de la classe politique, donc des élites de manière générale. L'école produit quoi? L'école et l'université. Ça ne produit que des capitaux et des voleurs. Parce que les gens qui font l'université aujourd'hui, au moins depuis l'indépendance, on les a formés pour servir, pas pour être leader de la société. C'est pour laquelle, quand il y a des petits problèmes ici, allons à Washington, allons d'un autre côté. Vous n'avez pas quelque chose de vous-même. Voilà. Cédric, est-ce qu'on peut comparer l'investissement que Washington pourra, à travers les entreprises américaines, apporter dans l'exploitation et la transformation des minerais dans l'est du pays et d'autres coins? On sait Metal Cobalt, Metals, Cobalt, oui, et oui. a déjà autant de carrés miniers Oui. pour l'exploitation de quoi? Le lithium, c'était le lithium. Du lithium. Et dites-nous, est-ce que ça ne ressemble pas à ce que Washington a fait en Europe juste après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, la loi Marshall? Est-ce que ça ne va pas ressembler à ça? 500 milliards de dollars, je pense que les Congolais vont être sérieux dans les affaires. Alors, est-ce que ce n'est pas la loi Marshall? Ben, si, Vous en savez quelque chose quand même? oui, oui. Mais si on doit dire que nous croyons à ça, aux entreprises que le président Trump nous a promis, on verra. On verra. C'est question de voir. Parce que les beaux discours, nous l'avons entendu de beaucoup de présidents. Je pense que nous ne devons plus nous fier aux discours. Nous devons nous fier aux actes. Et c'est ça, j'en appelle nos autorités qui nous défendent là-bas. Verras a posé la question en dernière minute et le président Trump a répondu, la consoeur qui est accréditée à la Maison Blanche, eh ben, il a dit, vous allez voir d'ici là. Vous allez voir d'ici Oui, là. vraiment, Entre-temps, oui. les hostilités Oui. sur le terrain continuent. L'armée rwandaise s'est mobilisée davantage. C'est là. Ils voulaient prendre Ouvira pour changer la donne. C'est là, mais c'est pas Et bien. quand il dit, vous verrez d'ici là, les choses vont changer. C'est là. Or, l'armée rwandaise, le Rwanda a 3 mois pour retirer tous ces incirconcis du territoire congolais. Avec tous les arsenals que nous voyons, nous avons vu, et on ne sait pas comment ça va se passer, par quel miracle, on ne sait pas. Vous n'y croyez pas? Je suis très perplexe quant à tout ça. Mais Donald Trump lui-même dit c'est un miracle. Trump, qu'on a défini- c'est un croyant. Mais quand un président américain dit c'est un miracle, ce qui a eu lieu hier à Washington. Il me rejoint dans la réflexion pour dire que c'est un miracle. Un miracle, c'est quoi? C'est quelque chose dans la naturalité, c'est pas faisable. Il faudrait aller dans des dimensions surnaturelles. Et quelles sont ces dimensions surnaturelles qu'on a prévues pour que ces retraits soient effectifs dans 3 mois? C'est pour dire, quelqu'un qui vous dit, bon, sur le plan naturel, nous savons que ça ne sera pas possible. Mais nous allons essayer
pour qu'un miracle se passe. Ça ne sera pas possible. Est-ce qu'il y a un Dieu, le Père à Kigali, comme président, et ensuite, après plus de 30 ans de ce chaos, de ces tueries, et tout ça, vous pensez qu'à Washington, c'est lui qui dirige, c'est un réseau, c'est un roseau seulement? Je m'attendais à des mots clairs venant du président Donald Trump, tels que si, par exemple, quelqu'un d'entre les deux pays ne respecte pas cet accord, voilà ce qui s'en suivra après. Et puisque moi je ne l'ai pas entendu... Diplomatiquement, est-ce que vous pensez que c'est faisable pour un médiateur qui a posé sa signature? Je ne pense pas qu'il joue seulement le rôle du médiateur, mais aussi du décideur, parce que le fait de déplacer ces deux présidents, c'est qu'il a un mot à dire. Il a l'aura, il a les stylos de redresser certaines choses. C'est pour cela que ça se passe ainsi. Alors, je dirais, les beaux discours sont nombreux, mais c'est Fabien. Et nous attendons, nous sommes là, nous comptons les mois. C'est décembre, janvier, février, c'est tout près, tout proche de nous ici. Alors nous en reviendrons dans ces mêmes plateaux pour demander à Donald Trump, de 3 mois sont écoulés, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez promis un miracle. Paul Kagame dit quelque chose dont j'ai réfléchi longuement la nuit. Il dit, si cet accord échoue, ça ne sera pas la responsabilité de Donald Trump, mais ça sera de nous deux. Il a dit la responsabilité des pays africains. Non, il a dit que ça sera nous deux. Il a d'abord dit comme ça. Allez-y revoir. Je ne sais pas si les doyens ne pourra pas peut-être contredire. Je l'ai suivi comme ça. Je l'ai lu, je l'ai regardé. Alors, je me suis dit, mais ça, c'est quelle malice? Donc, il dédouane le président Donald Trump et il dit, si l'accord ne réussit pas, comme lui, il sait jouer bien les rôles de victime, alors quand ça va échouer, il dira, c'est pas moi, c'est Félix. Ce n'est pas le président Trump. Là, il sait qu'il n'a pas les pouvoirs, il n'a pas les informations internationales pour lutter avec les États-Unis. Mais comme il sait qu'avec la République démocratique du Congo, il peut quand même faire des magouilles, des jeux d'information, des jeux de communication. Beaucoup de jeux de communication dans son discours. Beaucoup de mascaras, beaucoup de mots maquillés. Beaucoup de mots qui révèlent le manque de sincérité. Et si vous partez par l'attitude, manque de salutation, ça révèle tout. Le président Kagame était là pour son image, mais non pour poser des actes sincères. Et nous demandons à la communauté internationale, nous la jeunesse, particulièrement nous demandons au président de la République de suivre l'applicabilité. Ce comité-là qui est installé, de suivi, soit sur terrain qu'à l'extérieur du pays. Mobutu était plus puissant que Kagame, d'ailleurs, avec des enfants qui ont passé du temps dans la maison familiale des Bush. La famille Bush à Texas, c'était le roi de l'Afrique. Vous connaissez cette page de l'histoire du feu maréchal. Kagame, pour les intérêts, parce que Donald Trump dit, il a souligné le rôle des États-Unis comme médiateur avec une volonté claire de sécuriser l'accès aux minerais stratégiques. Alors, Freddy Mulumba, si Kagame s'entête, s'il est guidé par l'énergie de l'erreur, est-ce que vous voyez son sort scellé? D'abord, il faut faire appel à l'histoire. Kagame n'est pas le premier qui tient tête au grand, à l'Amérique. Je rappelle l'histoire de Léopold II ici. Ce que Kagame fait aujourd'hui, il l'a fait, Léopold II l'a fait en son temps. Léopold II avait des grands lobbies en Amérique. Donc, partout, on disait que Léopold II, c'était un philanthrope, les meilleurs, qui défend la civilisation occidentale. C'est quand les intellectuels ont pris les choses en main avec des pasteurs, des universitaires, ils sont partis voir le président américain, je pense Roosevelt, pour lui dire ceci. Cet homme tue au Congo, ça fait plus de millions de morts, il y a un génocide. Le président américain a pris une décision pour couper avec Léopold II. C'est comme ça que l'État indépendant du Congo s'est effondré et on l'a annexé à la Belgique en 1906 et 8. C'est devenu Congo belge. Un autre élément qu'il faut rappeler d'histoire ici. En 2001, Kagame occupait avec le Rwanda à l'est, avec l'Ouganda à l'est du Congo. George Bush, fils, entre à la Maison Blanche. Colin Powell, qui était secrétaire d'État américain,
a intimé l'ordre à Kagame. Je dis intimé l'ordre. Kagame a retiré ses troupes. 2012, c'est récent. Est-ce que ce n'était pas un jeu? Parce Non, que non, celui qui était à la tête non, du non, Congo, j'explique. c'était un gouverneur général. Est-ce que ce n'était pas dans leur jeu? Non, non. J'explique. On suppose. Ouais. L'histoire, avec l'histoire, on ne peut pas tromper. Ce sont des faits. Je donne des faits. 2012, M23 avait pris Goma. Notre armée avait fui. Comment on a résolu la question? Obama a appelé Kagame. Il était les troupes. Kagame a retiré. On a mis nos troupes, nos forces armées avec la MONUSCO. On a chassé M23 qui sont partis se réfugier en Ouganda et au Rwanda. C'est en 2012. Aujourd'hui, Kagame est parti à Bruxelles, à Washington, sous pression, il ne voulait pas partir. Il avait fait la même chose avec Biden, je pense que c'était le 15 décembre à Luanda. Il a refusé de partir. Cette fois-ci, il voulait faire les mêmes manœuvres. Trump lui a demandé de venir. Il est venu contre son propre gré. Mais ça se voyait. Ouais. Oui, on lui a donné. Vous connaissez très bien les Américains. Très bien. Étudier la mentalité américaine, et en particulier la mentalité des républicains. Les républicains sont différents des démocrates, différents des européens. Ils ne mangent pas les mots. Et retenez ce que je vous dis. Si dans 3 mois, Kagame ne retire pas ses troupes, il ne va pas le faire. S'il ne retire pas ses troupes, il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Parce donc vous en êtes sûr qu'il ne le fera pas? S'il vous plaît. Il y a des éléments. Je viens de vous parler ici de Madame Michael Vrong, qui a parlé avec Karegeya. Il a dit, on ne peut pas quitter le Congo. Si nous quittons, on meurt. Kagame préfère mourir au Congo que retourner chez lui. On va l'aider à les chasser comme on a fait en 2012. Mais cette fois-ci, c'est sa fin. Est-ce que vous ne voyez pas que l'option militaire finalement, parce que à écouter Kagame hier, jeudi, on se rend compte que cet accord risque d'être bon pour les tiroirs de la Maison Blanche, Ovale, et pour le Palais de la Nation ici à Kinshasa, et justement le siège de l'Union africaine et d'autres organisations sous-régionales. Est-ce que ce n'est pas l'option militaire qui risque de l'emporter plus tard? Regarde un peu mentalement. Pour citer les noms de Kagame qui chasse, tout le monde avait peur. Donc nous sommes un peuple, une élite traumatisée. C'est Félix Tshisekedi qui est venu démystifier Kagame quand il a attaqué. Aujourd'hui, tout le monde commence à parler. Il tente d'accaber personne ne parlait. Donc notre élite est très faible sur les plans caractère et personnalité. C'est notre faiblesse. Kagame ne vaut rien. C'est un petit pays, c'est un petit président avec un petit pays pauvre, mais comme il est mentalement, il supplante la mentalité de l'esprit des Congolais. Parce que quand il vient ici, les gens applaudissent quelqu'un qui a tué 10 millions de morts. Est-ce qu'on est conscient? Normalement, si vous avez des élites conscientes, qui ont une forte identité, personnalité, Kagame ne mettra pas ses pieds ici. Mais regarde à Kinshasa, vous avez encore des élites qui défendent Kagame, qui sèment encore un doute. Ça fait que Kagame a, comment dirais-je, a dominé mentalement les Congolais, l'élite congolaise. Pour preuve, vous avez même les petits ministres des Affaires étrangères peuvent insulter les Congolais ici. Personne ne parle. Les problèmes, l'élite est faible. Mais vous avez laissé des gens, comment on dit, des gens coriaces, vous les avez laissés en dehors du gouvernement pour répondre. Vous préférez l'approche sous forme d'une messe, des requiem, pour répondre au Rwanda qui est très arrogant. Alain Juillet, vous le connaissez très bien. Il avait annoncé que l'ère de Kagame passée du Rwanda. Maintenant, Washington a fait focus sur Tshisekedi et la RDC. Sommes-nous en train d'aller vers... sommes-nous dans ce schéma déjà? Les signes sont prévisibles. Sur le plan spirituel, cette compilation des mouvements interpelle pour l'avenir.
Et malgré que nous sommes perplexes quant à l'accord, mais sûr et certain, Kagame est sur la route de la fin. Mais derrière lui, il y a des services anglo-saxons, il y a également des multinationales européennes. Effectivement. Kagame est soutenu par ces gens qui viennent ici sur les tapis rouges, nous dribblent, comme à l'époque. D'abord, la même Belgique, elle est en train de... La queue entre les pattes en train de rentrer à Kigali. Je ne sais pas pourquoi, mais à culpa. Cette même Belgique, avec la bande de Louis Michel, ce sont eux qui nous avaient imposé Kabila pour dire c'est le fils de Mzee. Et voilà, donc 18 ans, plus de 18 ans, vous avez vu les résultats. Le Congo pillé des fautes en comble. Avec un milliardaire aujourd'hui qui se pavane, voilà. Et qui est le patron de M23 AFCC. Alors, AFC, Kagame, est-ce que c'est les requiem où il faut être des hommes à Kinshasa, serrer la ceinture et pour dire c'est maintenant que le plus dur commence? Le dé à la fois. À la fois, je rejoins Doyen qui a dit, à la fois il faut la force et la diplomatie. Nous avons besoin de se déplier à la fois. Au niveau interne, ça n'exclut pas les dialogues. Se réunir, composer quelque chose qui nous donne la force afin d'affronter cette bataille. Pourquoi les religieux et les politiques, les pas politiciens, sollicitent, certains sollicitent le dialogue interne, alors qu'au Rwanda, ils n'ont jamais demandé à Paul, même quand ils arrivent là-bas, ils lui ont jamais demandé d'engager un dialogue interne avec les Hutus et les autres, et les Toits, un dialogue aussi interne. Vous accréditez la thèse d'une crise interne juste pour des postes. Bon, le dialogue, je ne le vois pas dans le sens pour partager les gâteaux comme les autres le pensent. Mais c'est pour faire quoi? Je pense beaucoup plus c'est pour écouter les idées des uns et des autres, pour bien agir en faveur du Congo. Bon, si le dialogue sera centré sur cette pensée-là, ça vaut la peine. Mais si ça sera pour le gouvernement qui doit sortir, ceci et là, tout ça, en tout cas là, nous n'en voulons pas. Mais si le dialogue qui doit être fait, appelé, ça doit être rien que pour le Congo, les intérêts du Congo, comment rendre notre armée forte. Freddy Moulumba, on termine par là, dialogue à l'interne. Oui, Moïse Katumbi, qui semble mettre un peu d'eau dans son vin, réclame les religieux, réclame protestants, catholiques. Je vois aussi un peu réveil indépendant, sauf les kimbanguistes. On a Kolomboka. Et puis, Mukwege, vous l'avez vu, encore dans un activisme sans précédent, comme les gynécologues le plus réputés, l'Afrique. Alors, à l'interne, Tshisekedi, poussé à organiser un dialogue d'ici là. Moi, ça me fait rire. Je vais vous parler, c'est la qualité de l'élite qui pose problème. Ça fait combien de temps on a fait des dialogues? Depuis sans le citer. Dialogue intercongolais. Et puis on peut aller plus loin avec la conférence souveraine. Ça a donné quel résultat? Voilà là où les gens qui pensent, qui sont encore restés lucides, c'est interroger l'histoire. Pourquoi tout ce qu'on a fait comme dialogue n'a pas pu résoudre la crise congolaise? Le problème du Congo, ce n'est pas un problème de dialogue. Le problème du Congo est que l'État qu'on avait construit par l'Occident, qu'on a hérité par, donc que Mobutu avait hérité, donc le modèle, ce modèle est arrivé à la fin. C'était un État qui était contre le peuple. Maintenant, les gens, donc le peuple cherche son propre État à lui, qui les défend, qui les protège, qui les met à l'aise. Ça signifie que si aujourd'hui, avant de parler dialogue, ça c'est question de politiciens. Hein? Quand vous prenez l'histoire des États, On termine, hein? On termine déjà. Ce sont des individus, des hommes qui créent un État.
Je peux te prendre l'exemple de l'État communiste aujourd'hui, l'État chinois. C'est Mao. Est-ce qu'il y a eu élection? L'État américain, quand on a construit, il y avait élection. Le problème maintenant, qu'on reconstruise, qu'on réinvente un État qui est proche de la population, qui est pour la population. Ça demande des élites de qualité. Voilà. C'est tout. Votre mot de la fin, mais c'est sur une question. L'Europe absente, surtout l'Union européenne, à la Maison-Blanche dans ce deal ou dans cet accord. On connaît l'agitation de Bruxelles et surtout de Macron, chassé du Sahel. Mais vous voyez les coups d'État continuer sur le continent. Est-ce que maintenant, là, le plus dur n'a-t-il pas commencé pour le Congo? J'ai tout dit dans ma question. M'avez-vous compris? Très bien. Ouais. L'Europe est exclue par Donald Trump, mais l'Europe continue, à travers des multinationales, à organiser des coups d'État sur le continent. Kagame, il est dans l'agitation. Souvent, quand il y a des accords, c'est en ce moment qu'on cherche à faire préparer l'irréparable. Est-ce que le plus dur, c'est pas celui qu'on commence maintenant au pays? Effectivement. Parce que ce qui a été fait, ça s'est passé le jour. Le peuple a contemplé tout ce qui s'est passé. Et vous savez, ça a laissé des attentes. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, les gens ont regardé, ça a créé de l'espoir. C'est nous qui sommes à Kinshasa. Nous avons eu de l'espoir. À combien plus fort ceux qui sont à l'est du pays, ceux qui sont à Goma, ceux qui sont dans des lieux où les choses se passent réellement. Le plus dur commence maintenant parce que le président Félix vient de créer de l'espoir à un temps déterminé. Merci. Nous avons fini cet échange républicain, pas forcément des polémiques, pas forcément un débat avec des propos ou à travers des propos durs. Ah ben, c'est un échange qui vaut la peine. Nous allons continuer dans les couloirs, ici, de Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. On dit au Kasaï, dans le Grand Kasaï, en Tchoulouba, Mapassa, Mpato Mwena Moulouanda. Le jumeau. Vous parlez de jumeaux, vous êtes grosses des jumeaux. Mais nous devons les voir, parce que quand ils sont nés au Kasaï, on les met dans des sortes de paniers pour chanter Kamoulang, pour chanter Tchangawe, ainsi de suite. Alors, si réellement vous avez conçu des jumeaux, eh ben, on va voir à la maternité, quand les bébés pousseront les cris. Pour l'instant, Kagame n'est pas Dieu le Père. Et même s'il y a de l'hypocrisie dans l'outre-Atlantique, je dis même s'il y en a, nous ne sommes pas ici dans une église pour dire Amen à tout ce que Trump va dire, ou les Occidentaux pour dire qu'ils soient ainsi pasteurs, mais les choses ne seront plus les mêmes. Freddy, merci. Merci également Cédric. Merci. Unji, Philippe, a manqué à ce rendez-vous alors que l'accord était déjà donné. Et Cédric Moudiantou, lorsque nous prenons des engagements, il est aussi important de les respecter, même si j'ai voilé cette absence par des embouteillages. À très bientôt. Suivez-nous sur Congo 26 Télévision. Oui, samedi. Donc vendredi à 16h, samedi à 9h, lundi et dimanche à 16h et lundi à 20h. Heure de Kinshasa, portez-vous très bien, avec le même plaisir, sur votre grand média. Au revoir.